Bon, on en était où? Hubble venait de montrer que l'univers était en expansion. Ah oui, très bien. Ok, donc bienvenue dans le deuxième épisode sur le Big Bang. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, le lien est dans la description. Sinon, il y a la fiche qui s'affiche ici. Normalement, vous pouvez cliquer. Abonnez-vous, activez la cloche, lâchez un pouce bleu, des commentaires, des partages, voilà. Et vous allez voir que d'un certain point de vue, ça commence presque comme une blague. Alors, c'est un Russe et un Belge qui rentrent dans un... Alexander Friedman, Le russe. a eu une vie courte, mais intellectuellement dense. Après avoir été l'élève de David Hilbert à 17 ans, Oui. il découvre les équations de la relativité générale en 1922 à 34 ans. 3 ans avant sa mort. Oh, Wow, spoiler! Et il comprend que, puisqu'on y trouve de la gravitation, de l'espace et du temps, eh ben, ça doit permettre de décrire la structure même de notre univers. Oui. Il va donc s'évertuer à trouver une solution exacte à ces équations, et il va la trouver très rapidement. En juin de la même année, donc oui, très rapidement. Ce qui donne le premier modèle cohérent d'univers dans le cadre de la relativité générale, et qu'on appelle le modèle d'univers fini de Friedman. Attends, et l'univers d'Einstein? De fait, le modèle d'Einstein est un peu moins cohérent. Le modèle de Friedman permet de donner à l'univers une taille, un âge et une distribution en matière-énergie. Mais surtout, On y arrive. les solutions qu'apporte Friedman aux équations de la relativité générale permettent de déterminer que l'univers est en expansion. Ce qui, à l'époque où Friedman fait ses calculs, ne repose sur rien d'autre que les mathématiques. Et c'est seulement 7 ans plus tard, lorsque Hubble montre qu'en effet l'univers est en expansion par l'observation, que ce modèle prend un nouveau sens. Mais pour en revenir 2 secondes sur Friedman, Parce que plein de notions qui nous concernent sont nées ici. pour lui, donc l'univers a un âge, une taille, une courbure, une distribution en matière-énergie, et il grandit. Et il va pas du tout s'offusquer de ce résultat qu'il trouve que mathématiquement. Pour lui, il va se dire, ouais, ok, l'univers grandit. Parce que pour lui, l'univers, c'est une sphère à 4 dimensions, attention, Les 3 dimensions spatiales qu'on connaît et le temps. et une sphère dont le rayon grandit. Et pourquoi une sphère? L'idée, c'est que si l'univers grandit, il n'y a aucune raison qu'il grandisse plus dans une direction qu'une autre. Et que donc, s'il grandit de la même manière dans toutes les directions, eh ben ça, c'est une sphère. Précisément une boule. C'est même la définition d'une boule, d'ailleurs. Et en plus, si l'univers grandit avec le temps, ça veut dire que si on peut imaginer que le film se déroule à l'envers, ça veut dire que l'univers, en rajeunissant, devient de plus en plus petit. Et automatiquement, là, Friedman, il va commencer à se poser de nouvelles questions. Jusqu'à quel point l'univers a-t-il été petit quand il était plus jeune? Y a-t-il eu un moment où le rayon de cette boule était infinitésimal? Est-ce que ça correspond du coup à un instant zéro de l'univers? Et c'est là précisément que la cosmologie moderne est née. C'est beau. Dernier point, et j'annonce un petit peu raide, pour Friedman, l'univers est fini, mais il n'a pas de frontières. Fini, mais qui n'a pas de... Attends, mais comment c'est possible? Alors oui, je sais, c'est un peu raide. Ce qui se passe, c'est que pour Friedman, l'univers grandit, mais il grandit pas dans quelque chose. L'univers de Friedman est tout ce qui constitue espace et temps. C'est-à-dire que la notion de ce qui se passe au-delà, c'est une notion qui n'a pas de sens, puisque dans ce au-delà, il n'y a ni espace ni temps. Ah, en effet, c'est raide. Pour le dire plus simplement, et j'annonce tout de suite, ça va pas franchement être plus clair. Pour Friedman, l'univers a une taille qui est calculable, Genre tant de kilomètres. et au-delà, il n'y a rien. Et Einstein, il a gueulé? Alors, plutôt oui. Pour le coup, quand Friedman a présenté son modèle, il a reçu coup sur coup de l'aide d'Einstein. Dans la première, il se faisait un peu allumer, et je cite, « Les résultats concernant un monde non stationnaire contenus dans les travaux de Friedman me semblent douteux. » Simplement parce que pour Einstein, l'univers est stationnaire et qu'un univers stationnaire ne peut pas être en expansion. Et dans la deuxième lettre? Alors, dans sa deuxième lettre, Einstein, manifestement, il a eu le temps de se calmer, puisqu'il commence d'abord par reconnaître l'exactitude des calculs de Friedman. Et ça, notamment, c'est parce que, en fait, Friedman donc, a calculé l'âge de l'univers, et Einstein avait également, de son côté, calculé l'âge de l'univers. Il tourne sur des valeurs à peu près les mêmes. Mieux, donc. Oui, c'est un peu mieux. Même si Einstein reste encore vraiment ancré sur son idée d'univers stationnaire, ce qu'à titre personnel, je trouve totalement incompatible avec le fait qu'il a lui-même calculé l'âge de l'univers. Mais bon, on va dire que c'était peut-être un résultat purement mathématique, et que pour Einstein, ça n'enlevait rien à sa conviction personnelle que l'univers était stationnaire. Arrive alors notre Belge, qui, et alors, ok, il y en a d'autres qui ont pavé la route avant lui, mais c'est notre Belge qui est le vrai père du Big Bang. Je vous vois, vous, derrière votre écran, déjà en train de lâcher un commentaire pour dire que vous n'êtes pas d'accord et qu'en vrai, le père du Big Bang, c'est Willem de Sitter. On va y venir à de Sitter, mais c'est pas lui. Georges Lemaître est un astronome et physicien belge né en 1894. En 1927, et totalement indépendamment des travaux de Friedman, il va publier dans le volume 47 des Annales de la Société scientifique de Bruxelles un article intitulé « Un univers homogène de masse constante et de rayons croissants ». Rien qu'au titre déjà, vous l'avez compris, pour lui, l'univers est en expansion. Oui, sauf que c'est pas le titre complet de son article. Le titre complet, c'est «
Un univers homogène de masse constante et de rayons croissants rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Article d'ailleurs signé monsieur l'abbé Georges Lemaître. Parce que Georges Lemaître était chanoine. Voilà, c'était pour la petite info. Ce que va faire Georges Lemaître dans cet article, c'est qu'il va se baser sur les deux modèles d'univers existants à sa connaissance pour en étudier les avantages et les limites. Et le premier modèle d'univers, c'est le modèle de De Sitter, qui est un modèle d'univers homogène, mais qui ignore totalement la présence de matière et qui suppose une densité nulle. C'est un modèle qui fonctionne bien tant qu'on ne s'intéresse pas à la matière, mais qui a le bon goût d'expliquer le fait que les nébuleuses extragalactiques s'éloignent à des vitesses vertigineuses. Et le second modèle, c'est le modèle d'Einstein, dont on a déjà parlé. Évidemment, c'est un modèle qui prend en compte la présence de matière, qui d'ailleurs suggérait qu'il existait beaucoup plus de matière que ce qu'on connaissait à l'époque où on ne connaissait pas les autres galaxies. Mais le problème, c'est l'univers stationnaire. Avec un univers stationnaire, donc avec un rayon constant, on ne peut pas expliquer l'éloignement des galaxies. Et le maître va passer le gros de son article à mettre au point un modèle d'univers un peu intermédiaire qui prenne en compte la présence de matière et l'éloignement des galaxies. Et après la découverte de Hubble en 1929 sur le fait que les galaxies s'éloignent d'autant plus vite de nous qu'elles sont éloignées, le maître va concevoir une théorie dite de l'atome primitif. Alors, juste petit bilan pour voir où on en est pour l'instant. En 1917, on a Einstein qui parle d'univers stationnaire et De Sitter qui parle d'univers en expansion, mais vide. En 1927, c'est-à-dire 10 ans plus tard, il y a Georges Lemaître qui a donc son modèle d'univers en expansion, ce que va montrer Hubble en 1929. Et l'année d'après, c'est-à-dire en 1930, Georges Lemaître va en remettre une couche avec une nouvelle théorie dite de l'atome primitif. Juste 2 secondes, là, je repense à un truc. Quoi? Pourquoi la loi de Hubble, elle s'appelle pas la loi de Lemaître? Si c'est Lemaître qui montre en premier le lien entre la distance et la vitesse d'éloignement des galaxies. Alors, il y a une raison à ça. C'est en effet dans son article, Lemaître fait une estimation de ce rapport, qu'on appelle d'ailleurs constante de Hubble. Mais cet article est rédigé en français. D'ailleurs, il est en lien dans la description, il se lit très bien, allez-y, faites-vous plaisir. L'article sera traduit en anglais en 1931 par Arthur Eddington, astrophysicien britannique. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Eddington qui, grâce à ses traductions, va faire connaître la relativité générale à la communauté scientifique anglophone. Et Eddington n'inclura pas dans sa traduction les paragraphes relatifs justement à ce lien entre distance et vitesse d'éloignement. Mais il ne le fera pas à la demande de Lemaître. Voilà, donc du coup, on considère que c'est Hubble qui est le papa de ce machin-là et on lui a donné son nom. Putain, du coup, j'en étais où? L'atome primitif. Ah oui, voilà, ok. Et donc, je le redis pour la 14e fois. Puisqu'on a montré qu'on a un truc qui grossit avec le temps, ça veut dire que si on se passe le film à l'envers, le truc devrait devenir de plus en plus petit. Oui. Et Georges Lemaître veut modéliser la chose. Il veut comprendre comment ça se passait avant. Ce que semble montrer l'article de Lemaître, c'est que l'univers par le passé a été plus dense et plus chaud qu'il ne l'est maintenant. Logique, hein. Je veux dire, si la masse est constante mais que la taille est plus petite, bah du coup c'est plus dense. Et si c'est plus dense, bah du coup c'est plus chaud. Le problème, c'est que manipuler les lois de la physique dans les hautes températures et dans les hautes densités, Lemaître, il n'est pas à l'aise avec ça. Je veux dire, il sent qu'il n'a pas la compétence, quoi. Mais il sait que la très haute densité, c'est ce qui règne dans les noyaux des atomes, qui sont très petits. Et il sait par ailleurs que si le noyau d'un atome contient trop d'éléments, en gros 200 nucléons, alors il devient instable et il se désintègre. Du coup, il commence à germer l'idée que peut-être au début, l'univers tout entier était contenu dans le noyau d'un très très gros atome, le fameux atome primitif. Et que du coup, ce gros noyau d'atome était parfaitement instable et qui s'est rapidement éclaté, donnant en quelque sorte naissance à l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Notamment, ce que prévoit le modèle de Lemaître, c'est puisque l'univers a à un moment donné été très dense et très chaud, eh ben, il est possible qu'il reste encore des traces quelque part du rayonnement qu'il émettait à l'époque. Voilà, vous gardez ça dans un coin de votre tête pour quand on parlera du fond diffus cosmologique, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans les épisodes 10 choses à savoir sur l'univers. Cool. Il est temps pour moi de vous parler d'un de mes chouchous. Au même titre que je kiffe le côté punk de Mendeleïev, ou la poisse consternante de Guy le Gentil, ou le job de Bématiste, ou l'oséphrie totale de Niels Bohr, il y a un mec dans l'histoire du Big Bang que je kiffe parce qu'il est marrant et que j'appelle Giorgio la déconne. Mais le reste du monde l'appelle Georges Gamow. Attends, Gamow, c'était un déconneur? Tu vois. Le mec est né Georgi Gamov en Russie en 1904. Il a bossé avec Max Born, il a bossé avec Niels Bohr, ensuite il est allé rejoindre Ernst Rutherford à l'université du Trinity College de Cambridge. À partir de là, le gars va devenir un des pontes mondiaux de la radioactivité. C'est par exemple lui qui va introduire la notion d'effet tunnel, un machin de la mécanique quantique. Et il va bosser sur le premier accélérateur des particules. Et ensuite... Stop! Ok, le gars a l'air d'être bon. Mais t'es sûr qu'il bossait sur le Big Bang?
Parce qu'à vue de pif, j'ai plutôt l'impression que le gars s'intéressait à la physique des particules. Alors on va y venir, hein, mais c'est clair qu'il y a eu un shift dans la façon de penser l'univers après Georges Lemaître. Après Georges Lemaître, on commence à se dire que l'univers a peut-être eu un début, et donc il y a peut-être eu une apparition des particules. Et donc c'est tout naturellement que ça va commencer à intéresser les physiciens de l'infiniment petit. Ok, tu peux reprendre. La Russie étant ce qu'elle est à cette époque, Gamow se retrouve coincé en Russie sans visa, mais comme il est invité au congrès de Solvay en 1933, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire passer sa femme pour sa secrétaire, ses valises et son propre boule à l'ouest. C'était pas un zeugma, ça? Il devient professeur à Washington, change de nom pour devenir George Gamow et obtient la nationalité américaine en 1940. Et les Américains plaisantent tellement pas avec la nationalité américaine que dès 1943, il est suffisamment américain pour être appelé à participer au projet Manhattan, qui est le plus secret des projets militaires américains du XXe siècle et sans doute de l'histoire. C'est le projet de la création de la première bombe atomique. Et on en parlera du projet Manhattan quand on parlera de Feynman. Bien sûr. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que Gamow va s'intéresser au Big Bang, et plus particulièrement à la formation des éléments dans les supposés premiers instants qui l'ont suivi. Voilà. Et comme Gamow sent bien que cette idée de très très gros atomes, ça tient pas la route, il va partir d'une notion qui va reprendre à son compte l'ILEM. L'ILEM, c'est ce qu'on appellera plutôt par la suite la soupe primordiale, justement pour se détacher de cette notion de ILEM, qui est plutôt à rattacher à la notion d'œuf primordial, qui est une notion qu'on doit à Aristote. Je vous jure que je fais pas exprès. Mais comme je l'ai déjà dit, Aristote s'intéressait à tous les sujets. Et ce, quelle que soit sa compréhension, qui était ce qu'elle était. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Pour Aristote, la matière est composée de 5 éléments. L'air, la terre, l'eau, le feu et l'éther. Tiens, l'éther aussi, hein. Quand on pensait que l'univers entier baignait dans un machin, on avait déjà repris le nom. Et c'est manifestement toujours une mauvaise idée. Mais pour Aristote, il y a une question qui est importante, c'est ces éléments, d'où viennent-ils? Et donc, pour lui, ça vient d'un œuf primordial qu'on appelle ILEM. Et je suis dégoûté qu'il n'ait pas décrit l'ovipare qui a pondu cet œuf. Ça aurait été épique. Et du coup, Gamow, il pensait qu'au début, tout était dans une espèce d'œuf primordial? Alors non, oula, attends. Précisément, Gamow considère que tout provient d'un machin qui était très très petit, très très dense et très très chaud, mais absolument pas comparable à un atome. Donc du coup, il préfère avoir cette idée en tête d'œuf primitif, mais sans jamais préjuger de la nature de ce machin. Hein. Et c'est pour ça que tu l'appelles Georges Ladeconne? Comment? Tu nous as teasé que le gars était un troll de première classe. Pour l'instant, on n'a rien vu. Alors, oui déjà, voilà. Moi je considère que reprendre une thèse aristotélicienne à ce niveau-là, c'est du troll, mais je conçois que c'est juste moi, perso, hein, voilà, c'est pas... Mais non, pour Ladeconne, vous allez voir, il va faire ça de façon hyper surprenante. Mec, t'as loupé ta formulation là. Il fallait dire, la façon dont il troll va vous étonner. Gamow est assisté d'un étudiant qui s'appelle Ralph Alpher et ils décrivent ensemble l'ILEM comme étant une soupe dense de protons et de neutrons. Et qu'est-ce qui leur permet d'affirmer un truc du genre? Ils démontrent qu'avec une telle constitution à l'origine, ça permet d'expliquer les quantités d'hydrogène et d'hélium qui sont présentes dans l'univers. Et c'est en 1948 qu'ils présentent un article qui s'appelle « L'origine des éléments chimiques » dans le Physical Review volume 73. Un lien vers le papier dans la description. C'est notamment dans cet article qu'on entend parler pour la première fois de nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire c'est la formation des premiers noyaux d'atomes après le Big Bang. Big Bang dont on n'a toujours pas parlé. Oui, sauf qu'on approche là. Par contre, il y a un truc qui me chagrine. Cet article-là, il est signé par 3 personnes. Georges Gamow, Ralph Alpher et un certain Hans Bethe dont on n'a pas du tout parlé. Pourquoi? Ah, oui, Hans Bethe. Un personnage important de cette histoire. Quoi, tu veux nous refaire une ambiance la preuve par vieux? Tu sais quoi? Allez. Hans Albrecht Bethe est né en 1906 à Strasbourg, qui à l'époque est en Allemagne, donc c'est un physicien allemand, qui deviendra américain dans les années 30. Prix Nobel de physique en 1967 pour sa contribution à la compréhension de la nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire la façon dont les différents éléments atomiques sont produits dans les étoiles. D'ailleurs, le mec est mort en 2005. Alors, ça n'a rien à voir, mais ça permet quand même de montrer que les gens dont on parle nous sont contemporains. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il dirige la division de physique théorique du laboratoire national de Los Alamos, celui-là même qui mettra au point la première bombe atomique. Bethe est témoin de la première bombe atomique. Vous savez, le projet Manhattan, tout ça. Faut vraiment qu'on parle du projet Manhattan, hein. C'est le Infinity Wars de la physique moderne. Comment ça? Ils y sont tous! Bohr, Bethe, Feynman, Fermi, Teller, Oppenheimer. Ah ok, tu le dis dans le sens, genre c'est le Avenger de la physique moderne, genre c'est un énorme crossover. Oui, voilà.
Pour lui, le plus important, c'était de réussir à réaliser cette bombe. Et pas plus que ça, les différentes implications, qu'elles soient positives, précipiter la fin de la guerre, ou négatives, fabriquer des bombes beaucoup trop puissantes. À ce sujet, il déclare « Je ne suis pas un philosophe ». Voilà. Il va également participer à la conception de la bombe à hydrogène dans les années 50, donc effectivement, le gars n'en a juste rien à secouer des aspects éthiques ou géopolitiques de la question. Et si le gars est véritablement un pro-nucléaire en matière de production d'énergie, pour lui, le nucléaire, c'est la meilleure méthode au monde pour produire de l'électricité. Je rappelle par ailleurs que l'énergie nucléaire ne produit pas de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre, et que c'est à ce jour la méthode de production humaine d'énergie la plus propre pour l'environnement. La zone de commentaires est à votre disposition. Enjoy. Whoop. Mais il finira quand même par faire campagne avec Einstein au sein du comité d'urgence des scientifiques atomistes contre les essais nucléaires et la course aux armements. Ce n'est pas parce qu'il voulait réussir à l'exploit de fabriquer la bombe atomique qu'il souhaitait pour autant que la planète s'arme de milliers de bombes ultra vénères. Bon, ça c'est un petit peu pour la partie people de l'histoire de Bethe, parce qu'en réalité, c'est avant tout ça qui va faire le gros de son travail. Il commence à enseigner en 1935 à Cornell aux États-Unis, et là il se fait connaître d'à peu près tous les meilleurs physiciens théoriciens de son époque. Pour la petite histoire, c'est Bethe qui insistera auprès de Feynman pour qu'il enseigne à Cornell après la guerre. Mais bon, voilà. Entre 1935 et 1938, Bethe va étudier les réactions nucléaires. Il va proposer, en même temps mais totalement indépendamment de Carl Friedrich von Weizsäcker, physicien allemand, comme son nom l'indique, mais lui il restera allemand, et qui pour la petite histoire a bossé sur la version allemande du projet Manhattan, depuis Strasbourg. Ouh, comme quoi le monde est petit. Et donc avec Carl Friedrich von Machin, ils font quoi? Ah oui! Il propose un modèle qu'on appelle classiquement le cycle carbone-azote-oxygène. Dis-moi qu'on va pas rentrer dans les détails, dis-moi qu'on va pas rentrer dans les détails. Alors, on va pas rentrer dans le détail. Yes! Mais on va quand même en toucher 2-3 mots. C'est dans les étoiles que sont produits par fusion nucléaire les différents éléments qu'on trouve dans l'univers, à l'exception de ceux qui existent depuis le Big Bang. Mais là, du coup, je vais plus vite que la musique. Le principe est assez simple à comprendre. Si vous avez 2 protons et que vous arrivez à les coller l'un à l'autre, vous avez un noyau d'hélium. Si vous arrivez à coller un 3e proton, vous avez un noyau de lithium. Ah, le lithium. Le fameux problème du lithium. Alors, oui, mais non, on va pas de... Non, voilà. Et si vous avez un 4e proton que vous arrivez à le coller, vous avez un noyau de beryllium, etc., etc. Le problème, c'est que les protons sont chargés positivement et donc ils se repoussent. Du coup, il faut énormément d'énergie pour les coller l'un à l'autre. Et c'est la pression dans les étoiles qui permet cette fusion. C'est même le principe. Hein. Voilà. Et ce que montre le modèle théorique de Bethe et von Weizsäcker, c'est que le cycle carbone-azote-oxygène, qu'on appelle aussi cycle CNO, est la première source d'énergie de fusion des étoiles suffisamment massives. Et également sans doute la principale source d'azote, mais bon. Et en gros, ça raconte quoi? Eh ben, si vous avez du carbone dans le cœur de l'étoile, le cycle commence avec un proton qui vient percuter un noyau de carbone 12 pour créer de l'azote 13. Alors, 2 secondes. Quand on parle de carbone 12, il s'agit d'un isotope du carbone. C'est-à-dire, dans le noyau de l'atome de carbone, vous avez 6 protons. Mais vous pouvez avoir 6, 7 ou 8 neutrons. Ce qui fait que l'ensemble de ce qu'on trouve dans le noyau, qu'on appelle les nucléons, ça peut être 12 nucléons, 13 nucléons ou 14 nucléons. Et on va, respectivement dans ces cas-là, appeler l'atome le carbone 12, 13 ou 14. Donc on a un azote 13 qui va éjecter un positron et un neutrino pour donner du carbone 13. Attends, mais tu rentres totalement dans le détail là. Ouais, c'est vrai. Bon, ok, je simplifie. À la base, on part d'un noyau de carbone 12 qui se fait percuter par un proton. Il se passe un paquet de trucs. Et à la fin, on a un noyau de carbone 12 et un noyau d'hélium. Donc c'est la même chose qu'un proton qui percute un autre proton? Quasiment, mais c'est comme ça que ça se passe dans les étoiles plus massives. Alors il y a d'autres conséquences aussi, notamment le ratio carbone 12, carbone 13 et le fait que l'azote devient majoritaire, mais ça c'est vraiment une autre histoire. Et donc c'est pour ça que Bethe aura le Nobel? Alors oui, entre autres choses, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup bossé sur la nucléosynthèse stellaire. Mais toujours dans les années 30, il va aussi produire toute une série d'articles sur la physique nucléaire qui vont à peu près raconter tout ce qu'on sait de la physique nucléaire, à tel point que ces articles vont devenir pour beaucoup la Bible de la physique nucléaire, qu'on va appeler communément la Bible de Bethe. Classe. Et Bethe va continuer d'étudier les étoiles un peu particulières comme les supernovas, les étoiles à neutrons ou les trous noirs, jusqu'à la fin de sa vie à Iquica en 2005. Waouh. Ouais. Alors, il y a juste un truc qui m'échappe, si je peux. Hein. Parce que tout ça, c'était hyper intéressant, d'accord, mais est-ce que t'as pas oublié l'essentiel? Hein? Non, je pense pas. Bah, quand est-ce que Bethe a bossé avec Gamow et Alpher sur leur papier? Ah, ça! Jamais. Comment ça? Alors quoi? Tu veux dire que Bethe avait tellement apporté au sujet que Gamow s'est senti obligé de le nommer comme co-auteur même s'il n'avait pas directement participé? Ah non, non, je veux juste dire que Bethe n'a rien à voir avec cet article. Non, mais du coup, comment il se retrouve co-auteur du truc? C'est quoi, c'est une erreur? Non. Si Gamow a rajouté le nom de Bethe comme co-auteur et, j'ajoute parce que c'est pas rien, avant son propre nom, car mais c'est vrai, ça, même son étudiant, Alpher, il est devant... Non! Et si
Si Gamow a rajouté le nom de Bethe comme co-auteur de l'article, c'est pour que quand on lit le nom des auteurs de l'article dans l'ordre, bah ça ressemble à alpha, bêta, gamma. C'est une blague? Ah non. Enfin, si, techniquement, si, c'en est une, mais voilà, mais l'histoire est vraie. Gamow, c'est ce genre de déconneur. Ce troll. Et encore, faut comprendre un truc, hein, parce que cet article, donc, qu'on appelle communément l'article alpha, bêta, gamma, c'est un article qui est pas ridicule du tout. Mais vous imaginez s'ils avaient eu complètement tort? Non mais, ils le savaient, Bethe? Je veux dire, c'était un prank entre potes? Alors, l'histoire veut que non, ils savaient pas. Mais bon, en réalité, j'étais pas, j'en sais rien. Putain, mais tout ça pour ça, quoi. Ouais, mais bon, c'était pas inintéressant non plus. Hein. D'autant que celui dont je vais parler maintenant, c'est le troisième larron, Ralph Alpher. Alpher, c'est bien que maintenant que son nom est associé dans cet article, bah, en étant le premier nom en plus, à deux des esprits les plus brillants de son époque, eh ben, c'est un peu la troisième roue du carrosse maintenant. Hein. C'est pas un peu désuet comme image? Il sent qu'il est pas Batman. Éventuellement, il est Robin, et il a envie de devenir Red Hood. Tu veux pas plutôt dire Nightwing? Et du coup, c'est pas un peu trop spécifique et confus comme image? Bon, merde. Alpher veut se faire un nom pour des travaux qu'il aura fait lui-même. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et il va donc entamer une longue collaboration avec Robert Herman, qui est un autre cosmologiste américain, pour ensemble étudier le Big Bang. Et ils vont imaginer que lorsque l'univers s'est mis à rayonner, quand il est devenu transparent, ça on en a déjà parlé dans les épisodes 10 choses à savoir sur l'univers, mais de toute façon vous inquiétez pas, on va y revenir. Eh ben il a pas dû faire semblant, il a dû se mettre à rayonner comme un malade tous azimuts, à tel point que, logiquement, ce rayonnement devrait être encore observable aujourd'hui, même s'il serait vraisemblablement très froid, genre 5 Kelvin froid. Genre 5 degrés au-dessus du zéro absolu froid. Le zéro absolu, on en a également déjà parlé hein, dans l'épisode sur Kelvin. Ils cherchent à faire publier leurs résultats et, grâce à George Ladeckon, obtiennent une publication dans la revue Nature, volume 162, à la fin d'un article de George Gamow. Gamow qui par la suite reprendra à son compte l'ensemble de leurs travaux sans jamais les citer. Il déconne là. Oui, ça marche aussi dans ce sens-là. Du coup, un peu vénère, et on les comprend, Alpher et Herman décident d'améliorer l'article alpha, bêta, gamma, et commence à détailler les époques successives qui constituent ce qu'on va appeler l'ère des particules. On va en parler plus tard de ces étapes, mais juste pour l'instant, notez que ça existe. Notamment, ils ont corrigé une erreur cruciale de l'article originel qui stipulait que tous les éléments de l'univers avaient été créés au moment du Big Bang. Ils montrent qu'en réalité, seuls l'hydrogène, l'hélium et le lithium ont été fabriqués à cette période. Et même pas tout l'hélium ou le lithium, hein, il y en a une partie qui est fabriquée dans les étoiles. Mais bon, pendant qu'on se bagarre poliment autour d'un éventuel rayonnement qui daterait du Big Bang, eh ben il y a des mecs qui bossent et qui posent des antennes dans le New Jersey. Hein? Dans les années 60, Arno Alan Penzias et Robert Woodrow Wilson sont deux physiciens américains qui bossent pour le laboratoire Bell, qui est le centre de R&D de la société de communication Bell. Pour situer, si besoin est, Bell, à l'époque, c'est comme France Télécom, enfin Orange, mais aux États-Unis. Donc nos deux physiciens travaillent avec un nouveau type d'antenne à Holmdel, dans New Jersey. Non mais non, quoi. Holmdel, dans le New Jersey. Oh, et puis merde. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils captent un paquet d'interférences. Et ça, ils ont beau tourner l'antenne dans tous les sens. Précisément, c'est un radiomètre. Un radiomètre de Dick. Et non, je vais pas faire la blague. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, il y a une blague qui arrive bientôt là. Ils ont beau tourner l'antenne dans tous les sens, donc, ils captent quand même des saloperies d'interférences. Assez naturellement, puisque les mecs sont bons, ils se disent qu'il y a un des composants de leur bousin qui a un problème, qui est défectueux. Donc ils décident de tout démonter pièce par pièce, de tout examiner pour pouvoir tout tester. Et ils trouvent rien. Du coup, ils réalisent qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose de plus important. Peut-être que ces interférences sont plus importantes qu'ils ne pensent, et peut-être qu'elles sont causées par quelque chose d'une autre nature. Et ils en déduisent que ces interférences sont vraisemblablement causées par des merdes de pigeons sur l'antenne. Sérieux, à ce stade, c'est plus de la sérendipité, c'est de la sérendipitié. Du coup, ils vont enlever toutes les merdes de piaf qui sont sur l'antenne, ils vont tout bien nettoyer, et ensuite ils vont remettre le truc en route, il y a toujours les interférences. Donc, ils se disent, bon bah voilà, il faut au moins qu'on étudie, qu'on comprenne la nature de ces interférences, parce que manifestement, ça vient pas du matos. Et ils vont découvrir que les interférences en question sont provoquées par un rayonnement qui est diffus, micro-ondes, dans toutes les directions, et dont le spectre s'apparente au spectre d'un corps noir d'une température à peine 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Bref, les gars viennent d'identifier le rayonnement proposé par Alpher et Herman, le fameux Cosmological Microwave Background, qu'on appelle plus communément le CMB, ou encore rayonnement fossile. Et ils auront pour ça le prix Nobel en 1978. Alors techniquement, ils ont une moitié de prix Nobel parce qu'ils le partagent cette année-là avec un autre gars pour un truc qui a rien à voir. Oui, donc en fait, ils ont un quart de prix Nobel chacun. Ouais, alors en même temps, les mecs pensent avoir à faire des merdes de pigeons. Donc ça va, ils s'en tirent pas mal, je trouve. Voilà. Bon. Et du coup, quoi maintenant? Bah maintenant, il est temps qu'on rentre véritablement dans le vif du sujet, qu'on dise ce que c'est que le Big Bang.
pas précisément ce qu'on dit, ce que c'est que la théorie du Big Bang, parce que c'est pas juste le Big Bang. Il y a le Big Bang, mais il y a surtout tout ce qui se passe après le Big Bang. Ok, et Fred Hoyle, on n'en parle pas. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bah, quand même, c'est vrai que ça se discute. Ok, j'ai compris. Bon alors, Fred Hoyle, c'est un physicien britannique qui pense que l'univers est stationnaire, et ce, quasiment quels que soient les arguments qu'on lui balance en face. Hein. Et alors, autant dans les années 1920, c'était une position qui pouvait se tenir, autant dans les années 50, eh ben, ça craint. Un peu. Et alors, je veux pas être réducteur non plus, le mec a bossé sur des trucs par ailleurs, hein, je dis pas. Notamment le fait que selon lui, la Terre est trop jeune pour que la vie y soit apparue, et il devient donc le promoteur de la panspermie, qui dit en gros que la vie sur Terre vient de l'espace et qu'elle a été apportée sous forme de micro-organismes par des météorites, des comètes, ce genre de choses. Oui, évidemment, je veux dire, le mec est quand même pas con au point de croire au mythe des anciens astronautes. Lâchez bien vos commentaires d'illuminés sur le sujet, hein, c'est toujours un plaisir. Mais si Fred Hoyle est aujourd'hui devenu célèbre, c'est parce qu'au cours d'une émission à la BBC en 1950, il s'est un peu pas mal moqué de l'idée d'un univers en expansion. C'est là qu'il a dit, ouais, un univers qui grandit, mais à partir de quoi? D'un vaste bang. Voilà, donc en voulant se moquer d'une théorie, il lui aura donné son nom, le Big Bang. Et c'est un nom qui restera dans les mémoires des gens beaucoup plus que le nom de Fred Hoyle. Nom qui d'ailleurs en réalité est très mauvais. Parce que l'univers n'est pas né d'une énorme explosion. C'est vrai, mais bon, ça, on se garde le détail pour la suite.